Bonsoir. Donc, je remercie l'Espace Dickens et Nicolas de l'invitation. Je suis ravi de venir discuter de ces questions avec une perspective plurinationale, quoique francophone. Donc moi, je suis à la base donc journaliste et donc je travaille pour un média associatif basé à Paris, enfin avec des collègues un peu dans toute la France, qui publie depuis pas loin de 10 ans maintenant un site qui s'appelle Bastamac.net. Et il y a quelques années, on a décidé de lancer une sorte de site sœur ou de sous-site spécifiquement consacré aux grandes entreprises françaises et leurs activités en France, et en Europe et ailleurs, qui s'appelle donc l'Observatoire des multinationales. Et donc avec plusieurs objectifs, dont l'un était, pour rendre hommage à un autre maître des lieux, de mettre en place quelque chose en France d'un peu similaire à ce que faisait la déclaration de Berne ici, c'est-à-dire de suivre un peu les activités des multinationales qui ont leur siège, en l'occurrence pour la déclaration de Berne en Suisse et pour nous en France à l'étranger, alors que ça n'existait pas en France, bien que nos multinationales soient tout aussi problématiques que les multinationales basées en Suisse. Et un autre objectif, c'était vraiment d'aborder cette question de la responsabilité des multinationales et plus généralement du pouvoir des multinationales de manière un peu systémique. C'est-à-dire, on partait du constat que différents acteurs abordaient un peu cette question avec leurs lunettes. Donc il y avait les environnementalistes d'un côté, sur les questions d'environnement, les syndicats, ceux qui s'occupaient de fiscalité, etc. Et on voulait vraiment animer, en fournissant du contenu journalistique et en relayant ce qui se faisait ailleurs, animer une réflexion un peu systémique sur l'impact des multinationales, non seulement sur l'environnement, les droits sociaux, etc., mais sur la démocratie elle-même, parce que pour nous, la question de fond, c'est la question du pouvoir des multinationales et de ce que ça dit de la démocratie. Et c'est pour ça qu'on a été amené à s'intéresser très rapidement à ces questions de lobbying. Et donc là, ce soir, en fait, je partage avec vous un travail qui est en cours, que nous menons avec nos confrères de Alternative Économique, donc un autre mensuel français, sur le lobbying en France. Donc, qui est une tentative de faire un peu un état des lieux et de comprendre exactement de quoi il s'agit. Et donc en partant effectivement de contexte un peu préélectoral oblige, d'un bilan de ce qui s'est passé depuis 2012 en France avec cette candidature Hollande, ce mandat du président Hollande qui a été effectivement élu en faisant des grandes promesses. Et donc qui ont débouché sur des projets de loi emblématiques. Et on a travaillé sur toute une série, mais là, peut-être ce soir, je parlerai en particulier de deux des plus importants, qui sont la loi bancaire. Donc c'était la loi de séparation des activités bancaires entre les banques de détail et les activités de spéculation, c'est un peu méchant, mais bon, les activités sur les marchés. Et d'autre part, la loi sur la transition énergétique, qui parle à la fois de transition énergétique et de nucléaire. Et donc ces deux exemples de lois en fait, dont on peut dire qu'elles ont débouché soit sur vraiment pas grand-chose en ce qui concerne la loi bancaire, puisque je ne vais pas revenir sur l'histoire, qu'en fait ça s'appelle toujours loi de séparation bancaire, mais il y a juste, parmi les grandes banques françaises, il y en a deux qui n'ont pas eu besoin de séparer des activités parce qu'elles ne rentraient pas sous le coup de la loi, et deux autres qui ont séparé des activités pour 0,02% de leurs activités. Donc on touche vraiment à l'absurde, à la réalité. Et la loi de transition énergétique, en parlant du nucléaire en particulier, c'est un autre problème. Donc vous avez sûrement suivi, c'est un peu de loin. Donc on va fermer Fessenheim, on va réduire la part du nucléaire en France à 50%. Mais bon, concrètement, on sait toujours pas. On maintient l'objectif, mais on ne sait toujours pas comment on va faire. Et en fait, on repousse au fait que ça ne va pas se faire, quoi qu'il arrive, en fait, lors des prochaines élections. Donc voilà, on est parti un peu, mais je pense que, bon, je parle de ces deux lois, mais on peut repérer un peu une dynamique un peu similaire dans d'autres lois, comme la loi biodiversité par exemple, qui a au départ affiché des grands objectifs en matière d'huile de palme ou d'interdiction des pesticides qui ont été soit abandonnés, soit considérablement réduits. Et donc à partir de cet exemple, on a voulu regarder où et en quoi consistait le lobbying. Et en regardant aussi par opposition à cette impuissance apparente du gouvernement sous l'égide de François Hollande à imposer les réformes qu'il annonçait, la capacité, disons, des lobbies économiques à imposer un autre agenda, donc en termes de fiscalité, de compétitivité, de droit du travail, etc. etc. Donc, particulièrement en France, les questions de lobbying, il y a des images d'Épinal très fortes qui circulent on imagine, enfin bon, on n'imagine pas parce que c'est vrai,
malheureusement c'est vrai. Donc on parle toujours des loges au Stade de France ou à Roland-Garros offertes aux députés par les grandes entreprises en permanence. On parle des dîners, des invitations à déjeuner bien arrosés, etc., etc. Des voyages, des jolies filles qu'on envoie convaincre un député de défendre tel ou tel amendement, etc. Et donc, quand on parle, donc on a parlé à des lobbyistes, on a parlé à des assistants parlementaires, à des parlementaires, quand on leur parle, les lobbyistes, ils ont tendance à vous dire oui, mais ça s'est passé, maintenant on est modernisé, maintenant on fait de la veille informationnelle, mais en fait, la vérité, c'est qu'ils font bien de la veille informationnelle, oui, mais ils font les vieilles pratiques existent encore. Elles font encore partie de l'arsenal, et on voit, on le voit récemment, il y a, je pense qu'il y a un autre média qui a montré que même Airbnb ou Uber, j'ai oublié lequel des deux c'était, on peut penser que c'est une entreprise hyper innovante, etc. Mais elle recourt exactement aux mêmes méthodes en invitant des parlementaires déjeuner pour défendre ses opinions. Mais bon, en analysant vraiment la trajectoire de ces grandes lois dont je vous parlais, on constate qu'en fait, ça existe et c'est important, plus ou moins important selon les lois dont on parle, mais en fait, c'est la face émergée de l'iceberg, et qu'en fait, le lobbying, en fait, il se situe à tous les niveaux du processus, très en amont et très en aval, c'est-à-dire, et il se concentre vraiment spécifiquement, vous connaissez le poids de l'État en France, donc sur le pouvoir exécutif, et que le lobbying au niveau parlementaire qui concentre un peu l'attention des médias est vraiment... Bon, je ne peux pas dire marginal parce que ça dépend, on pourrait rentrer dans les détails, ça dépend du type de loi, mais dans les lois dont je parle, c'était marginal. Et donc, dès l'amont, il faut parler de la personnalité, enfin le parcours du personnel politique. Il faudrait parler de qui est François Hollande, comment il a été élu, à l'ENA, les gens qui étaient avec l'ENA, qu'est-ce qu'ils font. Enfin, ça fait partie d'une conception plus large. Enfin, ça implique de passer d'une conception très étroite du lobbying à une conception plus large de l'influence. Donc, qui sont ses proches et de quoi il lui parle. Ça implique de passer, dans le cas de la France, au poids de l'administration et notamment de certains grands corps d'État. Donc là, avec les deux lois dont je vous parlais, on est dans le vif du sujet. On a un grand corps qui s'appelle l'Inspection générale des finances, dont la moitié des membres n'arrêtent pas de tourner, ou les 2 tiers des membres n'arrêtent pas de tourner entre les grandes banques et Bercy, et le ministère des Finances. Et en matière nucléaire, on a le corps des mines, avec exactement le même phénomène ce qu'on appelle les portes tournantes, et qui ont un poids, qui est un esprit de communauté entre l'administration et les entreprises privées ou semi-publiques qui sont dans ces secteurs. Il faudrait parler de choses qui est vraiment hors du radar des médias, qui sont le lobbying au niveau du Conseil d'État, donc qui doit examiner chaque projet de loi avant que ça arrive au Parlement, et ensuite au niveau du Conseil constitutionnel. Donc là, il y a des choses qui commencent à sortir sur ce sujet, notamment parce que Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel en France, vient de publier un livre de mémoire où il étale sur la place publique tous les rendez-vous qu'il a eus avec les représentants du MEDEF ou des patrons d'entreprise de manière tout à fait ingénue, comme si c'était normal. Et effectivement, il y a déjà des journalistes qui se sont penchés, qui ont montré qu'après telle rencontre avec tel industriel, le Conseil constitutionnel a censuré exactement l'article de la loi qui dérangeait l'industriel. Enfin, c'est la mesure du niveau de sentiment d'impunité qui règne parmi le personnel politique français sur ces questions. Et donc ensuite, il y a toute la question du parlementaire, donc le débat parlementaire, les amendements copier-coller des argumentaires des lobbyistes, évidemment, on connaît ça très bien aussi, et c'est aussi repéré régulièrement. Et ensuite, il y a toute la question de la mise en œuvre. Et là, il y a encore de l'influence du lobbying, et on le voit notamment soit parce que pour reprendre le cas de la loi sur la transition énergétique, on affiche des objectifs, mais la mise en œuvre concrète, elle ne vient pas. Il devait y avoir une programmation pluriannuelle de l'énergie qui devait mettre en œuvre les objectifs de la loi sur la transition énergétique. Elle a mis 1 an à sortir, et en fait, elle ne répond pas toujours aux questions que tout le monde se pose de comment on va faire pour atteindre 50% de nucléaire en France. Et aussi, pour la partie bancaire, l'essentiel du pouvoir de mettre en œuvre les nouvelles mesures qui ont été inscrites dans la loi de séparation bancaire sont confiées à des comités. Donc je ne sais pas si c'est une maladie suisse, mais c'est une maladie française de créer des comités, des agences pour dédouaner un peu le pouvoir politique de ses responsabilités. Et on voit dans ces comités, évidemment, il y a toujours une participation, soit de gens directement de l'industrie, soit de gens qui ont des liens très forts avec l'industrie. Et voilà, donc on ne peut pas manquer, dans le domaine financier en particulier, de se poser les questions sur
le degré de rigueur et de sévérité que ces gens vont mettre à appliquer les dispositions de la loi vu le pouvoir qui leur est confié. Donc voilà, c'est un peu ce tableau sur lequel on est abouti, donc sur un lobbying qui est vraiment au-delà, qui va bien au-delà, notamment en France, des instances parlementaires, mais qui couvre tout l'amont et tout l'aval du processus, et un lobbying qui n'est pas du lobbying, seulement du lobbying au sens strict du terme, mais qui est toute une galaxie de formes d'influence, qui va de la proximité, de parcours et de parcours professionnel, etc., etc. Et donc, bon, là je décris ça, mais le résultat concret, c'est que ces projets de loi qui étaient, tous les sondages montraient que, par exemple, la loi de la séparation des activités bancaires était soutenue par 83% des Français ou 85% des Français, pareil pour la transition énergétique. Mais ça veut dire que certains intérêts qu'on pourrait considérer comme minoritaires parviennent à empêcher une véritable réforme qui est voulue par la majorité des citoyens, et inversement parviennent à imposer des réformes qui ne sont pas forcément voulues par une majorité des citoyens. Alors, je vais maintenant, en fonction des conversations qu'on a eues, comme je le disais, avec des lobbyistes et des assistants parlementaires, je pense que c'est vraiment important de faire la différence entre le lobbying et un véritable débat démocratique. Parce que souvent, quand on parle aux parlementaires et aux lobbyistes, ils vous disent oui, mais le lobbying, c'est juste une forme du débat démocratique, on donne de l'information, on partage notre point de vue, c'est normal, c'est la démocratie. Et si ça vous pose problème, vous n'avez qu'à faire du lobbying ici et tout ira bien. En gros, c'est ça. Et je pense que c'est important c'est un discours qu'on entend de la part de beaucoup de députés aussi, qui vous disent ah oui, mais il faut que je déjeune avec un lobbyiste, là j'ai besoin d'informations pour faire mon travail, etc., etc. Et je pense qu'il faut bien dire que le lobbying, ça ne contribue pas au débat, et surtout pas, ça ne contribue pas, je pense, à un débat constructif à plusieurs niveaux. D'abord, je pense que ça a été évoqué un peu, généralement les arguments des lobbyistes, c'est d'une pauvreté intellectuelle affligeante. C'est en gros, c'est toujours soit la compétitivité, mais sans qu'il y ait véritablement de débat sur ce que ça veut dire, soit ah oui, les intérêts nationaux, la place de la grandeur de la France, il faut pas si on réforme nos banques, elles vont se faire manger par Goldman Sachs, on peut pas, etc., etc. Pareil pour le nucléaire et l'énergie. Donc sans débat de fond, à la limite on pourrait ouvrir ce débat, mais il n'a pas vraiment lieu. Ensuite, c'est le lobby. On voit aussi vraiment l'usage de petits messages bien formatés, des chiffres qu'on balance, etc., qui conduisent pas au débat. Et il y a un problème le fait que donc il y a comment dire, les décideurs politiques ou les fonctionnaires ne voient qu'un côté de l'équation. C'est-à-dire quand on regarde le processus de la loi bancaire, par exemple, il y a eu un processus consultatif, mais en plusieurs étapes, donc au niveau de Bercy, au niveau du rapporteur parlementaire, ensuite dans le processus législatif. Et à chaque fois, il y avait une majorité écrasante de représentants des banques par rapport à toutes les autres voix. Et enfin, et je pense que ça c'est le plus fondamental, et ça va enchaîner sur mon dernier point, c'est que il y a un peu, enfin j'ai pas mal entendu en faisant cette enquête avec mes collègues l'argumentaire comme quoi les gens vous disaient ouais, de toute façon l'intérêt général ça n'existe pas, il n'y a que des intérêts privés, donc il faut du lobbying. Et je pense qu'en même temps je comprends ce que ces gens veulent dire, et en France on ne peut, en particulier il y a une tradition où l'État disait c'est l'intérêt général, c'est moi qui le dis, etc., etc. Donc l'intérêt général n'a rien d'évident évidemment. Et il faut en débattre, mais ça ne veut pas dire que la question, au moins, n'existe pas. Et il y a une... Voilà, enfin, c'est par rapport à... C'est tout un débat dont on pourra discuter tout à l'heure. Est-ce qu'un lobbyiste qui représente un intérêt privé économique, c'est à mettre sur le même plan qu'un lobbyiste d'une association environnementaliste, par exemple, etc. Il y a beaucoup de gens qui le pensent, ça se discute quand même. Ensuite, en France, on a tout un problème avec nos organisations publiques ou semi-publiques, comme EDF ou la SNCF, etc. Est-ce qu'elles représentent un intérêt public ou un intérêt particulier privé? Souvent, c'est un peu des deux, donc c'est compliqué. Enfin, bon, et je pense que, justement, on a le lobbying, ça fait signe vers ce problème qu'on a de
procédures démocratiques dont on a besoin pour, de production de l'intérêt général, pour ainsi dire. Et donc parler de réguler le lobbying, c'est vraiment réfléchir à comment produire ou défendre l'intérêt général dans un contexte, effectivement, où il y a différents intérêts qui se situent à différents niveaux. J'espère que c'était clair ce que je viens d'essayer de dire. Donc pour finir sur les réponses. Alors au niveau européen, mondial, il y a un arsenal de réponses d'encadrement du lobbying qui existe. Par exemple, une ONG comme Transparency International, elle a formalisé ça très bien, etc. Donc il y a des réponses en termes de transparence, donc plus ou moins avancées selon les États ou les institutions, donc du lobbying. Qui sont les lobbyistes au Parlement, combien ils dépensent, sur quel sujet ils travaillent, pourquoi, etc. etc. Donc c'est plus ou moins avancé, enfin c'est plus en général pas très avancé, mais plus ou moins pas avancé, disons. En France c'est très faible. Il existe des registres au Parlement et au Sénat, mais dont les données sont vraiment ridicules. Et c'est une rigolade parce qu'il manque tous les acteurs presque. Et surtout, donc au niveau européen, c'est un peu plus avancé, mais il y a des problèmes de mécanismes de vérification et de sanction des acteurs, donc il y a quand même de gros problèmes de transparence. Et de toute façon, la transparence ne suffit pas en elle-même quand on voit l'imprégnation de ces autorités publiques des intérêts économiques. Ensuite, il y a la question d'interdiction de certaines pratiques, notamment en termes de conflits d'intérêts et de porte tournante. On a évoqué un exemple avant, mais en France, on a des problèmes de députés qui siègent à des conseils d'administration d'entreprise, c'est pas interdit. Et c'est même pas interdit d'être député et lobbyiste en même temps. Donc c'est pour tout dire, il y a des députés qui se font payer par des cabinets de lobbyistes ou qui sont directeurs des affaires publiques de telle ou telle entreprise. Je ne vais pas les nommer parce que c'est pas le sujet. Et ça ne dérange personne. Ça dérange les gens parce qu'il y a eu une tentative de loi pour interdire ça il y a 2 ans et ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Ensuite, il y a un problème de déséquilibre, et là on commence à toucher le problème de fond de ces procédures, de ces innovations démocratiques dont on a besoin pour un peu combattre ou contrebalancer le poids du lobbying. Et donc, par exemple, au niveau de tout ce qui est régulation des produits dangereux ou des nouvelles technologies, les associations mènent une réflexion sur ce que c'est une vraie procédure contradictoire de débat, un principe de contre-expertise, de contradiction. Dans le domaine du droit de l'environnement, il existe aussi la Convention d'Aarhus qui fixe certaines règles de vrai débat, de droit à l'information, à la participation, etc. Et ça, on a besoin de construire là-dessus pour que les procédures, y compris internes des ministères ou législatives, mettent en œuvre beaucoup plus étroitement et de manière beaucoup plus robuste ces principes qui existent. Donc il y a beaucoup de travail là-dessus. Et je pense que il y a besoin aussi d'innovation. Et par exemple, une question qui tourne beaucoup à Bruxelles en particulier, mais Martin Pigeon en parlera peut-être tout à l'heure, c'est la question de comment financer le lobbying des acteurs qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, quoi. Donc comment financer le lobbying des consommateurs, etc. etc. Donc il y a un lobbyiste bruxellois, enfin français, mais actif à Bruxelles, qu'on a rencontré, qui lui défend l'idée des lobbyistes commis d'office. Donc chacun qui voudra défendre une cause d'intérêt public se verrait commettre d'office un lobbyiste. Et bon, quand on lui demande comment ce serait financé, évidemment ce serait financé par l'impôt, mais en préparant cette intervention, je me suis souvenu qu'il me semble dans les années 70 en Californie, j'ai entendu parler il y a eu cette proposition où c'était les entreprises qui devaient financer leurs opposants. Et ça, je pense que c'est un bon principe. On peut dire qu'à chaque fois qu'une entreprise veut mettre sur le marché telle ou telle chose, ou tel ou tel projet comme un grand aéroport, etc., etc., elle doit mettre une somme d'argent équivalente à ce qu'elle dépense en lobbying pour financer ses opposants. Mais c'est un peu, ça paraît irréaliste, mais je pense que c'est le genre de direction, de réflexion vers lequel il faudra aller. Et enfin, pour conclure, je pense que ce qu'on a constaté dans notre travail, c'est vraiment que la principale force du lobbying, et ce qui fait que même avec cette pauvreté d'arguments dont je vous ai parlé, ils ont quand même un poids fort dans un pays comme la France, c'est vraiment le sentiment des dirigeants politiques qu'il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire, pour eux, de toute façon, l'État ne peut plus rien faire, n'a pas les moyens de manière naturelle ou artificielle. Les petites entreprises, ça n'existe pas, ne parlons pas des coopératives, etc., etc. Pour eux, de toute façon, c'est que les entreprises qui pourront faire. Donc, ça influe d'autant plus sur le fait qu'ils font ce que les entreprises demandent. Et je pense que fondamentalement, ça c'est un autre chantier fondamental pour contrer ce poids du lobbying qui
qui, comme j'essaie de le montrer, nuit quand même à la substance de notre démocratie. Il y a un besoin de réouvrir cet imaginaire économique, de rouvrir des moyens pour les pouvoirs publics, l'État à tous les niveaux, et de réouvrir l'économie des biens communs, etc., etc.